Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2022. Donc un webinaire dans lequel nous avons invité donc Benoît Fernandez-Riou. Bonjour. Je vous parle. Bonjour Benoît, merci d'être présent parmi nous. Donc bien sûr, je passerai la main à Benoît. Donc je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest en France. Donc, on a fait de nombreuses formations de septembre à décembre dernier et nous avons donc eu l'occasion dans l'une de ces formations d'accueillir Benoît. Donc, avant de passer la parole à Benoît, comme c'est le premier webinaire de l'année 2022, je vais souhaiter à tous les participants, qu'ils soient en direct maintenant ou qu'ils écoutent ou qu'ils regardent le webinaire en mode différé sur notre chaîne YouTube, je vous souhaite une excellente année 2022 avec bien évidemment la santé et le souhait le plus vif que l'épidémie soit enfin derrière nous. Elle n'est pas encore bien sûr maintenant, mais il y a tout à souhaiter qu'au vu de la dynamique actuelle, que ce soit possible d'envisager effectivement la fin de cette pandémie en 2022. Donc c'est quand même un vœu qu'il faut formuler, je pense, puisque la santé c'est essentiel. Au-delà de la santé, bien sûr, tout ce qui peut être joie, bonheur, familial et autres, et bien évidemment, puisqu'on est dans le domaine financier, également une prospérité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc voilà, et c'est en cela qu'on va essayer de vous aider ce soir dans ce webinaire à faire un petit peu de perspective avec une donnée désormais très présente. Et il ne se passe pas un journal télévisé sans qu'on vous parle de l'inflation désormais. Donc, il y a un changement de contexte, c'est indéniable. Et forcément, quand les conditions de marché changent, notre façon de travailler doit également changer. On doit s'adapter aux conditions de marché. Donc, il est pour nous évident, je pense, que ces conditions de marché sont en train de changer. Ce changement a été amorcé en 2021 et aura tendance, je pense, à s'amplifier dans les mois et années peut-être suivantes. Mais je ne vais pas faire spoiler, comme on dit dans notre jargon, le webinaire de Benoît. Et je vais tout de suite donc lui donner la parole pour se présenter et de nous proposer donc ce webinaire. En même temps, je vais basculer également, pendant que tu prends la parole, je bascule bien sûr, je te bascule le contrôle pour que tu puisses diffuser tes diapositives, évidemment. Alors à toi, alors je vais juste passer, alors un petit instant, voilà, on va faire le petit bascule comme je vous l'indiquais. Alors, il ne faut pas que je me retrompe, voilà, désigné comme présentateur, donc je passe juste la main. Nous ne sommes pas physiquement au même endroit, nous sommes en quelque sorte en télétravail l'un et l'autre, et voilà, maintenant c'est Benoît qui prend la main et qui va donc diffuser depuis son écran. Alors, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce webinaire, ce premier webinaire de l'année 2022, effectivement, avec à l'honneur l'inflation en guise de thème, puisque c'est finalement l'inflation qui a gagné. On avait cette question au début du Covid, effectivement, quand on me demandait notamment comment on allait s'en sortir. Moi, je partais sur ce scénario d'inflation, en fait, post-Covid. Alors, on n'est pas totalement post-Covid, puisqu'on est toujours dedans. Là, le théâtre covidesque continue, et la saison 3 commence, mais l'inflation est arrivée sans attendre la fin, effectivement, de cette série, et donc on est actuellement en plein dedans, et on va en parler. Donc ce soir, donc ça va être un webinaire un petit peu différent des autres, puisque là on a un axe directeur qui est cette inflation, et qui est effectivement pas quelque chose qui, comme l'éléphant en fait dans la pièce aujourd'hui, mais il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, dirons-nous, c'était quand même
assez, comment dire, assez incertain. En tout cas, la plupart des économistes ne misaient pas du tout sur l'inflation. Donc ils étaient peu nombreux à être dans la même ligne que sur laquelle j'étais. Euh, Aujourd'hui, il est clair que l'inflation, c'est finalement la voie de sortie dans un premier temps, et cette inflation n'est pas transitoire, contrairement à ce que les banquiers centraux et encore certains économistes ben, tentent de croire ou tentent de nous faire croire. Alors il y a un changement de mentalité qui s'effectue de mois en mois, petit à petit. Côté outre-Atlantique, cette inflation véritablement est désormais prise très au sérieux et il est acté notamment par Jérôme Powell qu'elle n'est pas transitoire, qu'elle est là pour durer un certain temps. Et côté vieux continent, on est toujours dans le déni de la part de Christine Lagarde qui, elle, alors ça va changer très certainement en ce début d'année, mais continue officiellement en tout cas à penser ou à faire croire qu'elle pense que c'est transitoire. Voilà, donc en guise d'introduction. Et avant d'aller plus loin, donc je vais commencer par me présenter. Et avant de me présenter, je vous souhaite effectivement une bonne année, puisque c'est l'occasion, 2022, le meilleur, prospérité, santé, et le meilleur pour cette année qui sera très certainement une année particulière. Ces derniers temps, chaque année est un peu particulière, mais celle de 2022 risque de l'être encore un cran supplémentaire. Donc, je suis Benoît Fernandez-Rioux, intervenant pour compte propre, notamment sur le marché d'échange, ça c'est mon marché de prédilection, donc le Forex, sur lequel j'écris un ouvrage qui est l'ouvrage à gauche, là, le Forex, Introduction au marché des devises, qui en est à sa 4e édition, et sur lequel j'aborde le marché des devises pour expliquer son fonctionnement, son histoire, comment intervenir dessus, notamment en étant particulier. Donc ça, c'est véritablement un livre tourné marché. Et puis un autre ouvrage qui est plus axé sur la méthode, l'approche, donc le trader privé, qui décrit les 3 piliers principaux qui, à mes yeux, sont indispensables, c'est-à-dire le comportemental, la méthode évidemment, mais aussi le money management. Donc chaque pilier peut faire l'objet d'un ouvrage à part entière. Et là, j'essaie de synthétiser un petit peu les 3 pour avoir une approche globale qui est la mienne, hein. Évidemment, c'est pas la seule, mais voilà, qui peut vous être utile à minima pour une inspiration et idéalement pour faire de même. Au-delà de ces 2 ouvrages, je suis également formateur, analyste et consultant auprès d'établissements bancaires. Et là, un petit hommage particulier parce que j'interviens sur les taux les plus importants de la planète qui viennent de cesser d'exister en fait officiellement depuis hier, depuis le 3 janvier 2022. Les taux Libor sur les 5 devises principales, l'euro, l'USD, le GBP, le JPY et le CHF, donc les taux Libor qui étaient cotés à Londres disparaissent. Alors même s'il y a toujours un petit reliquat en synthétique qui va perdurer, on est sur un changement de paradigme. Et c'est important voilà, de le souligner parce que ces taux existaient depuis les années 60, hein, donc ils avaient 60 ans d'existence, ils ont beaucoup évolué entre-temps. À l'origine, c'était des taux pour bien coter le prêt sans risque entre les banques, donc c'est le cœur du marché interbancaire et un petit peu le cœur finalement de ce qui, enfin, à l'origine de ce qui se passe sur le Forex en termes d'excédents et de manque entre les institutions financières et entre les acteurs bancaires, entre eux. Mais peu à peu, au fil du temps, au fil des décennies, s'est greffé tout un tas de produits, les bandes, les swaps, les crédits et même les crédits, alors au-delà des crédits corporate, même les crédits aux particuliers, comme les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation, qui, alors, hors de France, parce qu'en France, c'est un peu particulier, on est sur des taux fixes, mais hors de France, sont, et en tout cas étaient cotés jusqu'à maintenant sur des taux Libor ou les taux Eonia.
Et donc, désormais, ça laisse place, parce que la nature a horreur du vide, donc ça laisse place à des taux dits sans risque, les risques free rate, qui donc prennent le relais, Sonia, Saron, Tonard, Esther et, et Soffer, évidemment, pour le taux principal américain. Donc voilà, petit clin d'œil à ces taux qui disparaissent, mais qui laissent place à d'autres pour plusieurs décennies, je pense. Voilà, donc c'est mon quotidien, les taux, les devises. Et là, ce soir, on va parler un petit peu de taux, évidemment, et surtout du taux d'inflation, qui est le taux bien qui va faire en sorte que finalement nos investissements peuvent être en risque, ou en tout cas notre patrimoine peut l'être si on n'est pas placé correctement. Aujourd'hui, le taux entre guillemets sans risque français, rien à voir avec les RFR, mais disons que les taux, le taux sans risque français, qui est le taux du livret A, est à moins d'1%, et même si il va un petit peu remonter, il ne dépassera pas les 1%, et on est dans un contexte où l'inflation est supérieure à 1%. Donc si vous ne faites rien, bah, automatiquement vous perdez de l'argent puisque l'inflation vous grignote une partie de votre patrimoine. On va voir ça avec la définition de l'inflation. Alors c'est la définition INSEE, hein, je n'ai pas été sur le Larousse ni sur le Robert, mais disons que là, on est au cœur du réacteur, et l'inflation, bah, c'est bien la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Et donc, de fait, si vous êtes full cash, ou si vous êtes, comme on l'a dit, sur le livret A, ou sur des taux, sur des comptes à vue, pardon, eh bien, vous allez avoir une perte de pouvoir d'achat de votre monnaie domestique, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, parce que de fait, eh bien, peu à peu, chaque jour qui passe, enfin, ou chaque semaine, chaque mois, eh bien, peu à peu, les commerçants font la valse des étiquettes, et donc eh bien, affichent des prix qui sont supérieurs à la semaine précédente, au mois précédent, ou parfois dans certains domaines à la veille. Donc on est sur une inflation des prix, une inflation également finalement de, de la masse monétaire, et c'est ça qui fait qu'on a une inflation des prix. On va en discuter ensuite. Et ça, c'est très important, puisque cette perte de valeur de la monnaie, c'est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble. Donc les ménages, les entreprises, mais en fait tous les acteurs, jusqu'aux États eux-mêmes, puisque typiquement en zone euro, comme on est baigné avec la même monnaie commune entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., et bien de fait, on est sur une perte potentielle eh bien par l'inflation domestique sur la zone euro. Pour le reste, quand on est sur une zone intégrée, hein, typiquement la zone américaine, la zone fédérale, avec une monnaie unique, mais des États qui sont intégrés, on est plus à se comparer vis-à-vis du reste du monde. Et à ce moment-là, eh bien, c'est bien l'échange, le marché des devises qui prend le relais pour les ajustements. Et donc, on compare finalement les pouvoirs d'achat par rapport à la parité des pouvoirs d'achat. Donc, un taux de change, dans l'absolu, ne veut pas dire grand-chose. C'est un taux mathématique. Ce qu'il faut bien voir, c'est la zone d'équilibre, et donc la parité de pouvoir d'achat. Sur la zone euro, la parité, enfin, sur la zone euro versus la zone dollar, hein, les deux zones principales, et celles notamment qui nous concernent ici en Europe et en France, eh bien, on est sur une parité des pouvoirs d'achat à peu près autour des 1,20. Alors, quand on dit autour des 1,20, certains la placent à 1,1850, d'autres à 1,19, d'autres à 1,21, peu importe. C'est autour des 1,20, on n'est pas à quelques pips près, même pas une figure ou deux près. C'est l'idée, c'est-à-dire qu'à 1,30, on est véritablement avec un euro surcoté, à 1,10, on est avec un euro sous-coté, et à autour des 1,20, 1,18, 1,19, 1,20, 1,21, 1,22, on est sur un euro qui finalement est dans la zone d'équilibre de la parité des pouvoirs d'achat avec nos homologues américains. Donc finalement,
comme aujourd'hui, au moment où on parle finalement, eh bien l'euro-dollar cote, alors au moment où on parle exactement 1,1291, donc près des 1,13, cela signifie que l'euro est sous-coté par rapport au dollar américain. Donc on a dans l'absolu une perte de pouvoir d'achat entre notre monnaie domestique et le reste du monde. En tout cas, si on s'en tient au fait que le dollar américain reste l'étalon mondial. On peut aussi évidemment voir cela vis-à-vis d'un panier de devises, un basket en fait, mais ça se fait moins avec l'euro, ça se fait plus avec effectivement le dollar index qui lui est vu vis-à-vis du reste de la panier de devises mondiale. Mais nous, on a plutôt l'habitude à regarder ça vis-à-vis directement du dollar américain qui est la devise pivot. Donc, on est bien actuellement sur un euro faible et un dollar entre guillemets fort. Alors, il n'y a rien d'excessif, hein. Un 13, on n'est qu'à 7 figures en dessous de la zone d'équilibre, en gros. Donc, on n'est pas très éloigné, on est dans quelque chose d'acceptable. Passer sous les indices, ça commence à être tendu. Et quand on se rapproche des 1, vers 1,5, 1,6, 1,05, 1,06, pardon, ou voire 1,04, on commence à avoir pas mal d'entreprises qui crient, notamment tous les exportateurs. Donc on est sur notre parité des pouvoirs d'achat, mais là on va vraiment zoomer et rentrer sur le concept d'inflation. Donc l'inflation est mesurée avec l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, et il est utilisé pour évaluer cette notion. Alors cette mesure, elle est partielle parce que l'inflation, elle couvre un champ plus large que la seule consommation des ménages, évidemment. Donc ce n'est qu'un point de vue. Il faut bien le prendre comme tel. Et on peut avoir une inflation ressentie, et souvent c'est le cas, sur le terrain qui est différente de l'inflation qui est véritablement cotée dans les chiffres. Donc là, on a le taux d'inflation depuis les années 90 en France. Et alors, est-ce que vous voyez la souris? Est-ce que là, tu peux me confirmer que vous voyez bien la souris? Ah, La réponse est oui, la réponse est oui, mais ok, j'avais parfait. fermé mon micro pour ne pas faire de parasites ou autre. Donc oui, oui, et tout le monde confirme que c'est parfait pour la souris. Voilà. D'accord. Parce que l'idée, c'est de vous montrer que depuis les années 90, en fait, l'inflation en France reste autour d'un pivot qu'on pourrait appeler entre 1 et 2, autour des 1,5%, qui est une zone d'inflation normale pour notre pays, avec des excès vers 3% et puis d'autres excès vers 0%. Donc 1,5, c'est vraiment la zone pivot, la zone d'équilibre. Effectivement, on a des yo-yo comme ça, on a des moments de forte inflation au début des années 90, jusqu'à des moments de très faible inflation vers la fin des années 90. Et pourtant, vers la fin des années 90, souvenez-vous, en France, c'était comme partout dans le monde d'ailleurs, c'était la pleine expansion avec les dot-com la révolution Internet et les premiers dot-com qui commençaient à apparaître, ce qui fait que effectivement l'inflation ensuite est revenue, parce que l'inflation est toujours un indicateur retardé, donc quand ça reparle, l'inflation revient, mais avec du retard, donc effectivement 96, 97, 98, voilà, c'est le début des dot-com, et c'est véritablement vers les années 99-2000 que l'inflation reprend le dessus vers 1,5-2%. Ensuite, on a un petit nettoyage des dot-com après la mars 2000 notamment. Donc, pareil, l'inflation là, est contenue du coup. Et les taux directeurs sont contenus. Donc, on a une reprise tout de même qui est là, mais qui se traduit par une inflation voilà, qui remonte vers du 2 à 2,5%, pour ensuite chuter brutalement. Et cette chute brutale, souvenez-vous, c'est évidemment les subprimes 2008
Donc on a une inflation qui passe d'un extrême à un autre très rapidement, en 2008-2009. Donc on est voilà, de pratiquement 3% en France à du quasi 0% en moins d'un an. Donc on passe d'un extrême à l'autre et on revient ensuite à la normale au bout de quelques années. Donc là, on refait l'histoire assez rapidement, hein, mais comme vous pouvez le constater, l'inflation revient avec revient à la baisse avec la crise des dettes souveraines et notamment en Europe avec la crise des pays périphériques, des inquiétudes sur l'euro. L'euro va-t-il passer l'hiver? Souvenez-vous, en 2013, 2014, 2015, on avait comme ça, entre la Grèce, le Portugal, l'Irlande, etc., on avait pas mal de craintes, et l'Italie, et on avait une inflation du coup qui est contenue, puisque une perte de confiance et donc un arrêt brutal de la consommation, donc finalement peu de probabilité de hausse des prix. Donc on est sur une inflation voilà, contenue, mais qui ensuite laisse place à un retour à bonne fortune, puisque la crise s'estompe, et vers 2017-2018, on reprend un petit peu espoir avec une inflation qui redevient du coup dans la norme autour des 1,5%. Et là, on repart vers, vous voyez, vers les 0% 2020, à la faveur voilà, de ce qui se passe sur le Covid. Donc on va voir avec un petit zoom cette séquence des 5 dernières années, voilà 2017-2021, où nous avons effectivement une inflation voilà, qui oscille autour des 1,5%, donc autour des 1% un temps, puis autour des 2% ensuite, puis ça redescend, puis ça remonte, et ça devait logiquement continuer à remonter, puisque c'est, voilà, comme toujours un effet de balancier, ça devait continuer à remonter, sous les 1%, on devait logiquement remonter au-dessus des 2% tranquillement, mais là, patatras, début d'année 2020, on a un arrêt brutal mondial, pour le coup, ce n'est pas que la France, en mars, avril, souvenez-vous, et donc plus personne ne consomme, donc difficile d'augmenter les prix dans cette période, et à ce moment-là, eh bien l'inflation est directement retournée vers les 0% au cours de l'année 2020. Donc il y a toujours un effet d'inertie, évidemment, un effet de retard, et donc l'inflation est nulle sur l'année 2020, pour ensuite, eh bien, à la faveur de la reprise de la recovery Covid, et notamment des réouvertures en 2021, entre deux confinements, entre deux cessez-le-feu, on a effectivement de nouveau la possibilité de consommer, et il y a un effet de rattrapage, puisque l'économie a été mise en pause pendant un temps, donc eh bien, la frustration étant là, les gens étant dédommagés pour eh bien, les fermetures et les mises au chômage partiel. Donc ce ne sont pas des aides, hein, ce sont des dédommagements à juste titre, puisque c'est bien l'État qui a décidé de fermer, enfin les autorités qui ont décidé de fermer, donc à juste titre, elles dédommagent par rapport à leurs décisions. Les dédommagements parfois ont été même excessifs dans certains secteurs ou pour certains commerçants ou certaines activités, et parfois pas forcément à la hauteur. Donc il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, mais en tout cas de manière globale, c'était massif, c'était présent, et donc ça a permis, voilà, de mettre en pause l'appareil productif. Donc il n'y a pas eu de destruction de valeur, hein, évidemment. Par contre, il y a eu un petit nettoyage tout de même de secteurs. Tout le monde ne s'en est pas sorti. Certains ont même abandonné, non pas parce que forcément les comptes n'étaient pas bons, mais aussi pour une question de volonté. C'est vrai que entreprendre dans une économie administrée, c'est pas forcément très évident. Donc, on a de tout, hein, des opportunités d'arrêt suite à cette mise en pause, et puis d'autres qui ont décidé de changer de vie. Donc on a de tout, mais ce qui est sûr, c'est que, et ça se voit sur cette courbe d'inflation qui repart donc très massivement à la hausse, on part d'un extrême à 0%, autour des 3%, 2,8 ce soir au moment où on parle, puisque
aujourd'hui, le 4 janvier, on a eu les chiffres d'inflation sur la France, les tout derniers chiffres. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez élastique qui est une sorte d'indicateur finalement de la bonne santé d'une économie, une économie dynamique à une inflation normale, en tout cas présente, mais normale, contenue autour des 2%. Alors normalement, l'inflation de la zone euro, en tout cas c'est le mandat qui a été donné à la BCE, c'est de la contenir autour de 2%, mais un petit peu en dessous, hein, close to 2 but below 2. Donc c'est le mandat d'origine de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas été changé depuis, qui mériterait à mon avis de l'être, puisque typiquement c'est ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien la Fed qui était autour d'un objectif de 2% jusqu'à l'année dernière, désormais depuis quelques mois maintenant annonce clairement que 2% c'est pas un objectif, c'est plutôt un pivot. Et donc ça signifie qu'elle accepte d'avoir une inflation au-dessus, et même bien au-dessus, puisque on a une inflation à 0% pendant un certain temps, et donc on accepte des inflations fortes pendant un temps, on va dire, identique dans le futur. Donc dans le passé, on était plutôt sous les deux, donc désormais on accepte que dans le futur, on soit plutôt au-dessus des deux. Alors quand on dit au-dessus de 2, c'est 3, 4, voire 5. Maintenant, les derniers chiffres américains de décembre ont montré qu'il y a un dérapage, puisque les derniers chiffres montrent qu'on est à près de 7%, à 6,8 pour être précis. Donc on est sur quelque chose qui vraiment explose. Donc on va revenir dessus, mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc à la faveur de ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas de destruction de l'appareil productif, hein, juste une mise en pause, déversement massif pour ce qu'on appelle des aides, mais disons plutôt des dédommagements, sans un fameux quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on ne compte pas, on déverse il y a un incendie, donc on déverse des tonnes d'eau hein, sur l'incendie, peu importe si l'eau fera des dégâts, par exemple dans les sous-bassements, qui n'ont pas été touchés par les flammes, peu importe. En tout cas, pour le moment, on éteint l'incendie. Et donc l'inflation repart puisque désormais on a une recovery, on a eu une épargne excédentaire, notamment en France, on a une épargne voilà, que l'on considère à quasiment 200 milliards hein, désormais, au moment où on parle, 200 milliards d'euros qui ont été qui est un surplus d'épargne, hein, qui n'est pas l'épargne normale, mais qui est un surplus d'épargne, c'est-à-dire que c'est ce qui normalement n'aurait pas dû arriver si on était dans un moment normal, puisque finalement, les ménages notamment ont été empêchés de consommer massivement, typiquement plus de voyages, pas trop de sorties. Donc, à part quelques achats sur Amazon, il restait plus grand-chose pendant ces périodes-là. Donc, effectivement, les ménages ont plutôt mis de côté les noisettes, et notamment aussi du fait de l'incertitude de la période à venir, puisque on s'attendait, tous les économistes étaient assez en phase là-dessus, sur une période quand même assez délicate à gérer au moment de la fin du Covid. Donc la fin du Covid n'est toujours pas là. Cette période donc devra être gérée. Pour l'instant, elle ne l'est pas, puisque on a typiquement en France une élection présidentielle qui est dans moins de 4 mois, donc de fait des aides, enfin des aides et des dédommagements qui donc vont perdurer jusque-là, à minima. Par contre, après, on ne répond plus de rien. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a 4 mois devant nous de tranquillité, entre guillemets, en France, à moins qu'il y ait un crash mondial, mais pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Donc, on a plutôt 4 mois de tranquillité, même un peu plus, parce que ce n'est pas dès le lendemain que tout s'effondrera. Donc, il y a une inertie également là-dessus. Donc, on a plutôt un semestre, j'ai envie de dire, tranquille devant nous. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Sinon, on réservera des moments pour des Alors questions. pour l'instant, aucune question. Effectivement, vous avez la possibilité de poser vos questions et je suis là pour les recueillir et donc les transmettre à Benoît. Donc je pense que cette introduction était très pédagogique et très instructive et on voit très bien, en remontant en arrière là un peu les raisons qui font que l'inflation progresse ou régresse.
Voilà, donc ben, je te laisse la parole, Benoît. Non, pas de questions pour l'instant. Ok. Alors, l'indice des prix à la consommation, la dernière publication donc date d'aujourd'hui justement, 4 janvier, c'était ce matin. Voilà, sur un an en fait, c'est sur un an glissant, donc on regarde ça toujours à un mois donné et sur les 12 derniers mois. Donc on est sur une inflation qui est à 2,8%, donc c'est l'inflation officielle en France aujourd'hui. Donc c'est une inflation annuelle, c'est-à-dire que ça signifie que les prix en un an, sur un an, pardon, sur un an, puisque c'est du passé, c'est du constaté, ont pris 2,8%, ce qui finalement n'est pas énorme en soi, hein. Maintenant, c'est pas énorme en soi, mais si les salaires ne progressent pas, si les retraites ne progressent pas, si les, comment dire, les revenus sociaux en fait ne progressent pas, et bien la population a une perte de pouvoir d'achat et donc aura du mal à suivre dans le temps. Donc pour l'instant, il y a un effet de montée sur les prix, il n'y a pas forcément cet effet sur le reste, et donc il va y avoir un effet de second tour qui devrait arriver et qui en plus alimentera de fait l'inflation, puisque à partir du moment où on a des augmentations de salaire, de retraite, etc., eh bien les gens, les ménages ont plus de moyens de consommer, donc du coup, eh bien, consomment ce petit bonus. Donc de fait, l'inflation, c'est quelque chose de à la fois vertueux, mais ça peut aussi devenir un cercle vicieux parce que l'inflation, quand elle est trop forte, elle se nourrit elle-même et elle peut déraper. C'est typiquement ce qui se passe aux États-Unis, justement. Donc on a, puisque leur économie est beaucoup plus dynamique, et donc on a des effets de hausse de salaire qui, de fait, rentrent dans ce second tour et donc propulsent l'inflation américaine à plus de 6%. Voilà, mais il se pourrait que l'on ait ça également en France. Alors pas dans les mêmes proportions, parce qu'on n'est pas aussi élastique en France, on a énormément d'amortisseurs dans tous les sens au niveau de notre économie, et à la baisse évidemment, ce qui est bien, ce qui est un bien, mais et aussi à la hausse, ce qui est malheureusement la contrepartie de notre protection. Ça fait que de fait, on n'a pas forcément une hausse très dynamique sur les salaires, sur les retraites et sur les revenus sociaux, justement. Donc là, l'IPC, comme vous pouvez le voir, on est sur... alors comment il est calculé en fait? Il est calculé donc tous les mois sur une année glissante. Donc on est sur voilà, des catégories. Alors l'alimentation représente à peu près 18% dans le panier, et dans cette alimentation, on voit que les produits frais, donc les fruits, légumes, le lait, le beurre, etc., ça représente même pas 3%. Donc en fait, l'augmentation des fruits et légumes, c'est quelque chose qui est très ressenti, puisque c'est quelque chose que l'on achète régulièrement, puisque justement ce sont des produits frais, donc périssables, qu'on doit racheter quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et de fait, on a comme ça dans la population de manière générale une sorte de décalage entre le ressenti et la réalité, puisque on achète souvent effectivement des fruits et des légumes qui ont tendance à augmenter, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, à décembre 2020, c'était 6% d'augmentation. Bon, là, c'est plus contenu, hein. En décembre 2021, en données préliminaires, on est à du 3,3, certes, mais ça reste, quand on regarde tout le tableau, ça reste quand même voilà, un des moteurs principaux. Seulement, il est très faiblement pondéré, donc de fait, c'est ce que l'on voit nous, c'est ce que l'on voyait notamment l'année dernière, mais ce n'est pas forcément ce qui fait que l'IPC va augmenter dans les statistiques officielles. Donc il y a un effet de décalage entre l'inflation ressentie et l'inflation réelle, un peu comme le froid. Le froid ressenti n'est pas forcément le même que le froid que l'on a au thermomètre, puisque ça dépend de l'hygrométrie, ça dépend de beaucoup de choses, et ça dépend même de notre état, finalement, est-ce qu'on est habillé chaudement ou pas. Donc là, on a ce petit effet sur les produits frais. Le reste représente 15%, dont le tout fait voilà, du 18% à peu près. Le tabac, à peine
2-3%, l'énergie 8%, mais ce qui compte véritablement, c'est tout de même les produits manufacturés, 25%, un quart quand même finalement de l'inflation, et surtout les services. Et là, on est sur la moitié de l'IPC, donc là, les services, c'est véritablement ce qui drive le taux d'inflation. Comme vous pouvez le voir, l'IPC, lui, au niveau des services, eh bien, est faible l'année dernière, et relativement contenu cette année, même si ça augmente un peu. Mais comme c'est la moitié, ben, ça tend à retenir finalement, à faire contenir cette inflation au niveau de la statistique. On a quelque chose de très élastique qui est l'énergie, mais qui représente que 8%, mais qui est tout de même voilà, si élastique que ça peut avoir un impact. Donc quelque chose de négatif l'année dernière. Souvenez-vous, il y a même un temps où les contrats, à certaines maturités, les contrats sur le pétrole étaient négatifs. Donc là, c'est pas le contrat négatif, c'est une baisse en fait de l'énergie. Et là, on a un effet de rattrapage quasiment plus 20% sur une pondération de 8%, mais tout de même 20%, donc ça compte. Et ça, c'est pareil, c'est le plein d'essence. Même si en ce moment les prix sont plutôt encadrés, c'est tout de même quelque chose que l'on remarque, j'ai envie de dire au quotidien, ou en tout cas de manière hebdo, quand on fait le plein, ou à minima quand on paye sa facture de gaz, de fuel, de chauffage, d'électricité, peu importe. En tout cas, l'énergie, c'est quelque chose qui forcément nous touche au quotidien. Voilà, donc ça, c'est l'inflation en France au 4 janvier 2022, 2,8%, et le détail de sa composition. Donc on retrouve ça sur les, sur les calendriers, notamment les calendriers boursiers, forex, etc. Donc moi j'utilise celui d'investing hein, typiquement. Donc ça c'est un extrait du calendrier de ce matin où on a l'inflation à 2,8% annuel, vous voyez. Alors c'est les données P préliminaires, ça veut dire qu'elles vont être revues, vous voyez, résultat définitif, ça sera le 14 janvier, donc dans une dizaine de jours. Et puis la prochaine parution, ce sera le 1er février, pour le mois suivant. Ça sera préliminaire évidemment. Donc c'est comme ça un cycle régulier de publication. Et on a ici un indice des prix à la consommation harmonisé, le IPCH, qui lui est à 3,4% en France, donc l'IPCH, mais qui n'est pas le chiffre le plus regardé parce que c'est véritablement l'inflation, j'ai envie de dire cœur, qui compte. L'IPCH sert à se comparer finalement avec les autres pays européens. Donc dans certains pays, l'IPCH rajoute des choses. Typiquement en France, on rajoute les prix de la santé, les prix bruts, c'est-à-dire les prix que l'on ne voit pas derrière, mais qui sont payés in fine quand même par quelqu'un, c'est-à-dire par les contribuables et donc par la sécurité sociale. Et c'est vrai qu'avec la période de Covid, ça a plutôt tendance à faire gonfler la facture, donc à faire monter l'IPCH, puisque en France, on est dans un pays où le domaine de la santé est donc quasi gratuit, contrairement à beaucoup d'autres pays. Donc on n'a pas le meilleur système de santé au monde, mais on a surtout le système le plus généreux au monde, et pas forcément le meilleur. Donc on n'est pas non plus évidemment sur les bas de classement, mais on reste dans la moyenne. Malgré tout, voilà, le gros avantage, c'est qu'on ne le paye pas. Dans d'autres pays, c'est plutôt l'énergie qui ne paye pas. Je pense typiquement à des pays nordiques certains ont du pétrole, d'autres de la géothermie, etc. Donc on a comme ça des exceptions à redresser en IPCH, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais il faut savoir que ça existe, et donc voilà le pourquoi de ce chiffre.